Merci à vous. Vous avez quoi? اجي شوفي ندير هذا ماشي انت غيقولوا انا ماشي غيقولوا دير ديك الورقه ديالها هذه هذه طيب ميرسي. خاصنا شي بسيط انا نجيب العجين بسيط انا نجيبها انا شنو واش اللي اصلا انت شي بوستر واش هو اللي لا صافي ولا حنا دوك اون بليس علاش صباح الخير. لاباس بخير عليك. انا كنسول على البرانش. البرانش كاين كلشي كاين. كلشي موجود مرحبا كلشي كاين. البرانش ديال البرانش راه هذا هو الوقت ديالو ديالنا. جو بونس ميرسي. ميرسي بورك مع السلامه. انت معرف هذه هي اللي بس يمكن اول مره انت كتجي هذاك مره وين ايوا مرحبا de passe. Merci. Merci. Bonjour. السلام عليكم. سلام. سي بكر هذا؟ لا 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 صافا. بخير. بخير خويا. اسمك لاباس عليك؟ بخير. انت La recepción marocaine. دير على الدكتور الجديد ديالنا دير دابا شي واش عندنا الحبيب ولا الاول شاد عام عاوتاني بروموسيون ديال الزرع شويه على الملك لا لا عيان وجا لهنا عاوتاني بقيت في الباب ديك الصبري خلوهم كذا قلت بون غادي
de l'enseignement, de la formation et de la recherche au sein du ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime, Monsieur le directeur de l'École nationale d'agriculture de Meknès, Messieurs les représentants du commissariat aux eaux et forêts et la lutte contre la désertification, Monsieur le représentant de l'ANZOA, Monsieur le représentant de l'ADA. Au nom du directeur de l'École nationale forestière d'ingénieurs, du comité organisateur du Forum INFI 2012, nous vous remercions d'accepter notre invitation. Nous avons l'honneur de vous accueillir, chers invités et conférenciers, pour partager et enrichir l'espace d'échange et de partage du savoir et du savoir-faire. Cet événement constitue un champ et une ligne de rencontre des différents intervenants dans le domaine de l'environnement pour débattre de la stratégie nationale initiée par le discours royal et mettant l'accent sur la nécessité de préserver les ressources naturelles. Comme programme de ce forum, nous débuterons son ouverture officielle par le mot du ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime, le mot du Haut-Commissariat aux eaux et forêts et la lutte contre la désertification, le mot du ministère de l'Enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique, le mot de la direction de l'enseignement, de la recherche et du développement, le mot de la direction de l'École nationale forestière d'ingénieurs, le mot du directeur de l'École nationale de l'agriculture et le mot des représentants de l'ADA et de l'ANZOA. Par la suite, nous passons où nous achèverons la session des conférences et nous achèverons par la visite des stands et de branches. C'est avec joie que nous sommes réunis aujourd'hui pour annoncer l'ouverture officielle de la 10e édition du Forum de l'INFI sur le thème « Plan Maroc vert, quel apport à la conservation et la valorisation des ressources naturelles ». Nous invitons M. Bahji, directeur de l'enseignement, de la formation et de la recherche au sein du ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime, pour donner son mot. Merci. Merci. Monsieur le colonel-major, Monsieur le représentant des eaux et forêts, Monsieur le représentant du département de l'enseignement supérieur, Monsieur le directeur de l'INFI, Mesdames et Messieurs. Tout d'abord, permettez-moi de remercier le comité organisateur d'avoir assuré la continuité en vue de promouvoir les relations des élèves ingénieurs avec les différents partenaires pour renforcer les savoirs destinés à assurer une bonne gouvernance de la diversité des ressources naturelles, aussi bien dans notre pays que dans le pays de nos étudiants étrangers. Le premier forum ayant été organisé en 2011 sur la thématique de l'application des technologies spatiales au service de la gestion des ressources naturelles, ce deuxième forum a été placé sur un questionnement se rapportant aux apports du plan Maroc vert pour la valorisation et la conservation des ressources naturelles. Or, le plan Maroc vert, comme vous le savez, véritable stratégie nationale pour le développement de l'agriculture marocaine, a réservé son pilier 2 une place importante à l'agriculture solidaire dans les zones difficiles. Et je cite quelques exemples, il y a les zones de montagne, les zones oisiennes, et je saisis avec cette opportunité la présence de nos partenaires de l'ANZOA. Par ailleurs, la formation et la recherche agricole sont interpellées dans la mise en œuvre de l'accompagnement du plan Maroc vert et la contribution à sa réussite. Cet accompagnement doit bien évidemment porter sur les deux piliers, en se basant sur les capacités développées et les acquis notables de l'Institut national de la recherche agronomique et des établissements d'enseignement supérieur agricole que sont l'IAV, l'ENA et l'École nationale d'ingénieurs de Salé. À cet effet, une étude sur la stratégie nationale de formation et de recherche vient d'être entamée. Il vise notamment le développement d'un système national de formation et de recherche agricole performant et cohérent, et le secteur privé apporterait sa contribution, et dont l'INFI constitue une composante importante au même titre que les autres institutions d'enseignement et recherche agricole. La dite étude complétera sûrement celle déjà entamée en cours de réalisation et qui est en cours de mise en œuvre et qui est liée au Conseil agricole. Sur ce forum offre une opportunité pour insister sur l'étroite complémentarité qui existe entre les zones forestières et préforestières pour la conservation des ressources naturelles. La gestion concertée
on est la preuve d'un modèle de gestion durable des ressources forestières. Ce forum constituera une plateforme de discussion, d'échange et de débat visant à mettre en évidence l'apport du plan Maroc vert aux stratégies de conservation et de la valorisation des ressources naturelles. Le Maroc, par sa position géographique, sa diversité écologique et biogéographique, possède une valeur patrimoniale exceptionnelle dans le domaine de l'environnement naturel. La gestion de ce patrimoine nécessite à cet effet des ressources humaines qualifiées, dont la formation et une adéquation avec les fonctions multiples de ces espaces naturels. Enfin, je tiens encore une fois à féliciter les étudiants pour l'organisation de ce forum, tout en remerciant vivement la communauté scientifique qui assure et veille sur ces formations indispensables à l'exercice de la fonction de l'ingénieur d'État des eaux et forêts, sans oublier leur encadrant dans les différents stages organisés auprès du Haut Commissariat des eaux et forêts et la lutte contre la désertification. Et par la présente occasion, je voudrais que nous conservons au défunt professeur Zahiri, que Dieu l'ait en sa miséricorde, pour lui rendre hommage pour ses travaux et ses contributions dans les artifices de conservation et de gestion des ressources naturelles. Et si vous permettez, un peu de Fatiha Allah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Merci Monsieur Mahdi, directeur de l'enseignement et de la formation et de la recherche du ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime. Je cède la parole directement à Monsieur Amrani, représentant le Haut Commissariat aux eaux et forêts et de la lutte contre la désertification. À vous la parole, Monsieur. Colonel-major, Monsieur le directeur, Monsieur le professeur, chers étudiants, futurs ingénieurs des eaux et forêts, messieurs, mesdames et messieurs, c'est pour moi un honneur et un plaisir que de participer avec vous aujourd'hui à cette deuxième édition du forum que vous organisez sur la thématique Le plan vert, quel apport à la conservation et la valorisation des ressources naturelles. Une thématique importante qui dénote de cette prise de conscience de l'importance que revêt les interactions des systèmes d'occupation et d'utilisation des ressources naturelles dans notre pays, compte tenu de notre contexte social et économique, interaction qui exige la prise en compte des diverses composantes dans tout aménagement et tout exercice visant le développement de notre territoire. Donc je remercie à cette occasion la direction, l'INFI, bien sûr tout le staff enseignant, pour pouvoir donc orienter nos élèves ingénieurs pour le choix de cette thématique et pour l'accompagnement qu'il leur apporte dans son organisation. La thématique, j'ai dit, il est si pertinente, effectivement, dans la mesure où la réalité de la gestion de nos espaces fait que, notamment en zone de montagne, en zone semi-aride marginale, pour faire le recoupement avec le pays du Maroc vert, dans ces zones, l'occupation est polyvalente
et vous avez toujours les ressources forestières qui sont donc exploitées en interaction avec les activités de l'élevage, en interaction avec les activités de l'agriculture et d'autres activités économiques dans ces zones. La thématique est importante également dans la mesure où il prépare nos élèves ingénieurs qui, à mon avis, mon sens, formeront la première génération d'ingénieurs qui sera amenée à opérationnaliser la régionalisation avancée dans laquelle s'engage le pays. Et comme vous le savez, vous pouvez vous rapporter aux premiers rapports qui ont été élaborés dans ce cadre, la régionalisation avancée se fondera sur la territorialisation et l'intégration. Ce sont les principes clés de la démarche de la régionalisation avancée, donc la territorialisation et l'intégration. Donc, une entrée territoriale qui, pour ce qui nous concerne, pourra être le massif forestier, pourra être l'aire protégée, pourra être l'aménagement, pourra être un bassin d'action multiphologique. Dans le cadre de ce territoire, doivent se retrouver tous les intervenants et doivent opérer, donc, dans le cadre d'une démarche participative partenariale, opérer, donc, construire des projets individuels, bien sûr fondés sur les principes du développement durable. La thématique s'inscrit parfaitement dans les orientations politiques de notre secteur forestier. Vous n'êtes pas sans ignorer que déjà dans le programme forestier national, il y a eu mise en exergue de la nécessité et de fait aussi incontournable de la nécessité de développer les zones forestières et les forestières. La forêt ne peut pas être conservée durablement et valorisée d'une manière, gérée d'une manière pérenne et durable si l'on ne prend pas en compte les zones périforestières pour y diversifier l'activité économique, pour en fin de compte arriver à l'atténuation de la pression sur les ressources forestières. Et le pilier 2 du Maroc vert, il vient justement prendre en charge ces besoins-là parce que le pilier 2 du Maroc vert vise à diversifier l'activité économique au niveau de ces zones marginales en favorisant la promotion des activités génératrices de revenus, la conversion des zones de cultures qui sont génératrices de dégradation, donc, qui induisent la perte en sol et l'érosion par la conversion, notamment par la promotion des filières arboricores, dans le cadre de ce que nous appelons la DNS, également pour l'intensification de la production animale, le petit élevage, qui, dans tous les cas, contribue de manière directe à l'atténuation de la pression sur les ressources forestières. Donc vous êtes, la thématique, il est pertinent, juste un titre, et le choix son choix est vraiment pour nous intéressant. Donc nous sommes ravis que la formation intègre déjà dès à présent ces préoccupations, vous prépare à vos activités futures dans le cadre de vos commissariats. Je vous ai dit que la politique forestière doit s'articuler sur ces aspects. Vous en percevrez dès votre entrée en activité l'importance de ces aspects. Votre promotion même en matière de carrière d'ingénieur forestier au sein de vos commissariats et les horizons de promotion prendront à l'avenir en compte votre capacité à l'ouverture, à la prise d'initiative, à l'aptitude du travail avec les autres et comment vous arriverez à comme j'ai dit, construire des projets intégrés avec les autres. Construire des projets
selon l'approche territoriale qui prennent en compte donc, les différentes problématiques des espaces que vous aurez à gérer. Donc je souhaite, au nom du commissariat, plein succès aux travaux de ce forum. Et beaucoup de réussite à nos jeunes ingénieurs dans le développement de leur formation initiale. Merci, Monsieur Lamarani, représentant du Haut-Commissariat aux eaux et forêts et la désertification. Je donne la parole à Monsieur Boumedi, directeur de l'École nationale d'agriculture de Meknès. À vous la parole, monsieur. Monsieur le colonel Bachot, monsieur le directeur, honorable assistante, pour moi c'est un grand plaisir d'être parmi vous. Ce forum, je saisis cette occasion pour remercier donc les organisateurs, les ingénieurs pour la qualité de leur organisation et surtout pour la pertinence du choix des thèmes. Je saisis aussi cette occasion pour rendre hommage à l'ensemble des forestiers, donc cadres et techniciens, pour le travail extraordinaire qu'ils accomplissent dans des conditions difficiles. Et là, je fais allusion notamment aux zones montagneuses et les oasis. Donc, ils accomplissent un rôle très important, non seulement en matière de conservation des ressources, mais développement, valorisation et maintien des populations dans des conditions très difficiles. Donc, cette occasion pour moi, c'est pour rendre hommage à l'ensemble de la communauté forestière, y compris l'ensemble des enseignants-chercheurs qui contribuent à la formation de ces cadres et techniciens. Et cette occasion pour moi, ça permet de renforcer les liens qui existent entre les différentes institutions, l'INFI, l'INRA, l'IAV et l'ENA. Nous avons des organisations ont travaillé ensemble, notamment le consortium, le CRP2, et dernièrement il y a le lancement de l'étude nationale sur la stratégie nationale de la formation et de la recherche, qui permettra donc de développer ces relations entre les différentes institutions. Donc une fois, je vous remercie pour l'organisation et la pertinence du choix des thèmes. Merci. Merci M. Benedi, directeur de l'École nationale d'agriculture de Meknès. Et sans trop retarder, nous donnons la parole maintenant à M. Sesbo, directeur de l'École nationale forestière d'ingénieurs. Merci. Monsieur le directeur d'enseignement de la formation et de la recherche, représentant Monsieur le ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime, Monsieur le colonel-major, représentant donc le 3e bureau des phares, Monsieur le représentant du Haut-Commissariat aux eaux et forêts et de la désertification, de l'ONSERA, de l'ADA, Messieurs les représentants des autorités locales, Messieurs et Mesdames, les enseignants-chercheurs et les cadres de la formation militaire, chers invités, chers élèves ingénieurs. Permettez-moi d'abord de vous remercier pour votre présence parmi nous à l'occasion de la tenue de ce second forum des élèves ingénieurs de l'INFI qui a pour thème le plan Maroc vert, qui est l'apport à la conservation et au développement des ressources naturelles. Le choix de ce thème n'est pas fortuit. Il émane de la volonté de l'INFI, administration, corps enseignants et étudiants, de s'inscrire davantage dans la dynamique enclenchée par la mise en œuvre du plan Maroc vert, conscient de la contribution que peut apporter leur institution au développement de l'agriculture marocaine et notamment son pilier, l'agriculture solidaire, qui concerne notamment les zones forestières et périforestières dont les populations ont des liens ancestraux avec la forêt, les zones menacées par le réseau hydrique et éolien pour lesquelles le Haut-Commissariat a développé une stratégie visant à l'amélioration des niveaux de vie des populations, la conservation et le développement des ressources naturelles. Ce forum constitue aussi une opportunité pour l'INFI de consolider les liens avec ses partenaires traditionnels, le Haut-Commissariat aux eaux et forêts, les directions donc, du ministère de la Culture et de la Pêche maritime,
l'INRA, l'IAV, l'ENAM, les ONG, le privé, mais aussi de tisser de nouveaux liens avec d'autres organismes impliqués dans la mise en œuvre du plan Maroc Vert. Et je me réjouis de voir parmi nous des représentants donc, de l'ADA et de l'ONZO. Ces deux organismes ont exprimé leur volonté de travailler avec l'INFI et sa démarche sera prochainement traduite par des actions concrètes arrêtées d'un commun accord. Enfin, donc, je tiens à féliciter les organisateurs du forum pour leur implication dans cette initiative qui aura un impact certain, très favorable sur la formation, notamment leur savoir-être et la prise de conscience des grands enjeux de l'agriculture marocaine et la conservation des ressources naturelles. Et je vous remercie. Merci M. Absat Sassbou, directeur de l'École nationale forestière d'ingénieurs. Et je demande à M. Habashi Mohamed, président du comité organisateur de ce forum, de donner sa parole. Monsieur le directeur, monsieur le colonel-major, distingués professeurs, messieurs les officiers, chers invités, chers collègues, mesdames et messieurs, j'ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à l'École nationale forestière d'ingénieurs pour ce forum que j'ai l'honneur de présider. Je voudrais particulièrement saluer la présence remarquée des hauts responsables du ministère de l'Agriculture, du Haut Commissariat aux eaux et forêts, ainsi que la présence du monsieur le colonel-major, représentant du 3e bureau à l'état-major général des femmes. Cette participation massive traduit que chacun de vous porte aux activités beaucoup d'estime. Alors, à renouveler mes remerciements à l'école ainsi à tous nos partenaires pour leur soutien aussi généreux qu'indispensable et pour leur engagement à nos côtés. J'exprime également mes vifs remerciements à tous les membres du comité pour les formidables efforts qu'ils ont déployés pour la réussite de cette manifestation. Mesdames et messieurs, le contexte mondial marqué par la sécurité alimentaire, le changement climatique, la hausse des prix des produits agricoles, la responsabilisation des producteurs, la lutte contre la pauvreté a imposé au Maroc de revoir sa stratégie agricole en termes de restructuration, redéfinition de mise à niveau et de redéfinition des missions. C'est dans cette perspective que le plan Maroc Vert a été élaboré pour rendre l'agriculture la principale moteur de croissance économique dans les 10 à 15 prochaines années, tout en assurant la sauvegarde et la valorisation des ressources naturelles. Or, les rapports de l'agriculture avec les questions environnementales sont ambivalents. D'un côté, l'activité de production est à l'origine de plusieurs dommages environnementaux. D'un autre côté, l'agriculteur peut, à travers des bonnes pratiques, assurer la pérennité des ressources naturelles à long terme. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que la demande environnementale de la société risque d'aller plus vite que la capacité d'adaptation de l'agriculture. C'est donc cette préoccupation est d'autant plus importante que la préservation de la biodiversité, la lutte contre l'érosion, la lutte contre le changement climatique, la gestion et maîtrise de l'eau se sont imposés comme des enjeux majeurs auxquels l'agriculture doit y faire face. C'est dans cet esprit que surgit la volonté de faire de l'ENFI à travers ce forum le siège d'un panel de réflexion pour amener non seulement au lancement de la polémique sur les enjeux relatifs à la question, mais en outre pour mettre en place un espace de dialogue, de débat et de partage. La conférence d'aujourd'hui s'inscrit pleinement dans ce contexte et les 3 interventions qui se sont prévues permettront, je l'espère, à trouver des éléments de réponse multiples à la question de l'apport du plan Maroc Vert à la conservation et à la valorisation des ressources naturelles. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une matinée fructueuse et pleine d'inspiration. Merci, cher camarade Habashi, directeur de comité organisateur de forum, que je remercie effectivement pour son effort et ses appuis et son encouragement aussi.
sans trop retarder, nous passons maintenant à l'objet de notre forum qui concerne l'ensemble de la session des conférences. Comme vous savez très bien, la thématique choisie la thématique que nous avons choisie, et nous passons directement à la session des conférences. Donc c'est bon. Je peux commencer. Chère audience, le pilier 2 du plan Maroc vert concerne les zones les plus difficiles localisées au niveau des montagnes, plaines et plateaux, constituant les écosystèmes les plus riches du royaume. Alors, quelle est la part du secteur forestier dans l'élaboration et l'application du pilier 2 du plan Maroc vert? C'est dans cette optique que nous invitons M. Rébi, chef service suivi et évaluation, représentant le Haut Commissariat aux eaux et forêts et la lutte contre la désertification, pour présenter la première conférence portant sur le pilier 2 du plan Maroc vert en appui au développement du secteur forestier. À vous la parole, monsieur. Merci. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les organisateurs et surtout les élèves ingénieurs d'avoir pris cette forte initiative et cette ouverture sur les différents acteurs concernant la gestion des ressources naturelles. Je tiens à remercier également l'École nationale, le staff de l'École nationale forestière d'ingénieurs et le staff des enseignants d'avoir donné également cette initiative à nos collègues ingénieurs pour débattre sur une thématique assez importante dans la mesure où également nous sommes donc dans les journées de la tenue de la conférence des Nations Unies sur l'environnement et au Islam. Donc c'est parfaitement, ça épouse en quelque sorte ce débat aussi bien national et international. Donc sans trop tarder, le sujet qui nous interpelle aujourd'hui s'intitule le pilier 2 du plan Maroc vert, quel apport et quel appui au développement du secteur forestier. C'est-à-dire qu'on va essayer de répondre à une sorte de questionnement. C'est dans quelle mesure ce pilier 2 du plan Maroc vert apporte ou bien présente, constitue une aubaine et une opportunité pour le développement de notre secteur forestier. Alors, le plan de notre présentation s'articulera autour de... Tout d'abord, on va commencer par la présentation d'une sorte de diagnostic de la forêt marocaine et du secteur forestier. On va passer par la suite à débattre à étudier les enjeux stratégiques, c'est-à-dire entre les deux stratégies, aussi bien la stratégie du Haut Commissariat des forêts et la lutte contre la désertification et la stratégie du ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime, donc présentée bien évidemment par son plan Maroc vert. Troisième point concernera donc étudier les éventuelles convergences entre les deux stratégies du Haut Commissariat et du MAPO et quelles sont les différentes opportunités et les champs d'appui qui peuvent apporter donc le plan Maroc vert, et notamment le pilier 2 de ce plan à notre secteur forestier. Et enfin, nous terminerons bien évidemment par une conclusion et quelques recommandations en la matière. Donc, le domaine forestier, comme vous le savez tous, couvre une superficie globale de 9 millions d'hectares, dont 5,8 millions d'hectares boisés, ce qui représente à peu près 8% comme taux de couverture national. Cependant, ce taux de couverture il cache certaines disparités au niveau, lorsqu'on passe d'une région à une autre, dans la mesure où ce taux de couverture, qu'on peut le voir à partir de notre cas, ce taux de couverture, il est variable, il y a une certaine variabilité inter- et intra-régionale. Nous assistons à des taux de couverture assez importants dans le nord, par exemple dans le Rif, et bien évidemment dans
dans le site Sahara marocain, donc nous avons un taux de pauvreté assez faible. Et à travers cette carte, on peut déjà peut-être voir un peu la problématique globale au niveau de notre pays, là où il y a donc parce que donc, nous avons à peu près 93% des territoires nationaux. Elle est donc aride. Donc cette forêt, donc, elle appartient donc, à l'État, c'est à la population qui en a le droit d'usage, bien sûr à des fins domestiques et non pas commerciales. Donc la forêt, bien évidemment, il joue plusieurs rôles, une multitude de rôles, donc des rôles environnementaux, à travers la protection des agglomérations, la protection des nappes phréatiques, ainsi de suite. Des rôles socio-économiques assez importants également. Nous avons quelques indicateurs quand même qui illustrent cette importance, ce rôle primordial en matière de développement socio-économique. Par exemple, la forêt contribue par 30% des bilans énergétiques au niveau national, production de 17% des besoins de santé, et bien sûr elle fournit plusieurs millions de journées de travail par an aux usagers. Donc la forêt contribue à hauteur de 2% du produit intérieur brut agricole, dans la production des richesses nationales, dans la mesure où elle contribue entre 15 à 25% à la croissance, comme taux de croissance dans la participation de la richesse au niveau de l'économie marocaine. Donc cette forêt, comme elle a été dit tout à l'heure par mon collègue, c'est la même. Cette forêt constitue donc, elle n'est pas isolée en elle-même. Ça c'est bien connu, mais c'est un système, constitue un système ouvert à son environnement. Donc c'est un système qui est ouvert, dans la mesure où nous assistons à une armada de communes rurales, une population habitat qui est estimée de l'ordre de 7 millions de personnes qui vivent directement au dépend de notre patrimoine forestier. Donc il y a une certaine interaction entre l'ensemble des composants du système de production au niveau de l'espace, au niveau d'un territoire donné. Donc la forêt, c'est une composante principale, si on ne peut pas dire qu'il constitue un engrenage assez interne par rapport aux autres systèmes de production, à savoir l'élevage, qui est pratiquement en grande majorité pratiqué au niveau des forêts, de nos forêts, et également l'agriculture, qui donc il y a une très grande interaction entre les différents systèmes de production, donc forêt, espace agricole et espace pastoral. Donc il y a une population usagère assez importante, comme on l'avait dit, et à travers cette population et à travers ce système, cette interaction avec les autres systèmes de production de l'espace, nous assistons malheureusement à une pression, donc à des contraintes d'ordre humain et d'ordre naturel. Principalement, il y a donc une pression humaine et pastorale assez poussée dans notre forêt. Donc la charge, elle dépasse de loin donc, les capacités productives ou bien les capacités pastorales dans notre domaine forestier. Et bien évidemment, les changements climatiques, comme vous le savez tous. C'est un autre problème qui aggrave encore la situation de donc, ce qui engendre des déséquilibres au niveau de notre système domaine forestier. Là, à travers donc, quelques indicateurs, nous voyons cette pression, notamment humaine, nous enregistrons annuellement à peu près de l'ordre de 30 000 délits constatés, ce qui est énorme. Et ces délits ne sont pas, il y a d'autres délits bien sûr qui ne sont pas comptabilisés, et ces délits portent gravement atteinte à notre couvert forestier. Donc de là, on peut déjà voir un peu que la problématique humaine a un poids assez important. Et le coût de la dégradation, si on s'amuse un peu
l'estimer, donc la dégradation de la forêt, que ce soit la dégradation des terres de culture, la dégradation des terres des parcs ou l'envasement des barrages. Nous avons à peu près de l'ordre de 3 milliards de dirhams perdus annuellement, ce qui est quand même une masse monétaire assez importante. De cette dégradation, donc, nous devons penser tous, ensemble des acteurs, à prendre des mesures ou bien voir quels sont les mécanismes adéquats pour inverser ces tendances de dégradation et rétablir les équilibres malheureusement qui est perdu. Face à cette situation, nous avons tous, que ce soit donc le commissariat des eaux forêts et les autres acteurs intervenants, le département ministériel, notamment le ministère de l'Agriculture, on va le voir tout à l'heure, cette interaction avec le pilier 2 notamment. Donc plusieurs défis à relever. Donc à titre d'exemple, donc la recherche de nouveaux équilibres et de modes de gestion compatibles avec les conditions socio-économiques et environnementales du Maroc, le développement intégré des zones forestières et forestières par la recherche d'autres sources de revenus alternatives au profit des populations locales, bien sûr, la conservation des ressources en eau et la maîtrise de la dégradation du sol à l'amont des bassins d'action, et enfin l'atténuation des risques de la désertification et de la déperdition de notre biodiversité. De là, il s'avère urgent de penser à d'autres politiques, je dirais, politiques novatrices, par le trichement et par le biais de politiques publiques spatiales, intégrées et territoriales. Donc nous allons voir un peu les enjeux, les stratégies qui ont été produites dans ce sens, à des fins de relance de cet équilibre, à la recherche de cet équilibre. Donc en ce qui concerne le commissariat des eaux forêts, brièvement, sa politique peut-être illustrée à travers cette diapo. Nous avons passé des planifications stratégiques à travers les plans stratégiques élaborés, donc à savoir les plans nationaux d'aménagement des bassins versants, le plan directeur des reboisements, le plan directeur des aires protégées, le plan directeur de lutte contre les incendies, le plan LCD de lutte contre la désertification. Mais ce sont des stratégies, comme vous le savez, des stratégies, ça reste des stratégies s'ils ne sont pas donc opérationnels sur l'espace, dans l'espace. Et donc nous avons passé d'une planification stratégique à une planification opérationnelle, bien évidemment avec deux portes d'entrée, la spatialisation, la territorialisation et la lutte contre la désertification, pour aboutir à un programme décennal opérationnel. Donc il n'est pas stratégique, parce que donc, pour opérationnaliser les choses, on doit passer à des programmes concrets qui peuvent être réalisés sur le terrain. Et à travers ce programme décennal, nous contractons des contrats-programmes annuels, donc, qui comportent une centaine de projets répartis sur l'ensemble des régions des royaumes. Donc des contrats-programmes. Et ces contrats-programmes, c'est négocié entre l'administration centrale et les différentes directions territoriales donc relevant des hauts commissariats des eaux forêts. Quant à la deuxième stratégie des plans Maroc vert, donc il a fixé des objectifs ambitieux. Bien évidemment, l'agriculture constitue un enjeu majeur pour notre pays. Donc, il y a, en termes de croissance, comme j'avais dit tout à l'heure, donc il représente une masse critique importante pour la croissance du pays. Et donc, nous avons mis le paquet dans cette stratégie qui est vraiment importante et constitue un apport décisif pour le développement socio-économique, et notamment dans les zones en milieu rural. Donc, brièvement, les objectifs stratégiques, je vais citer quelques-uns. Donc, la conservation et valorisation des ressources naturelles. Voilà donc un objectif stratégique important qui est directement lié à nos objectifs en tant que commissariat aux eaux forêts. L'amélioration des conditions de la qualité de vie des populations également, donc dans les zones périforestières, l'assistance aux populations vulnérables, etc. Mais l'objectif ultime, c'est donc lutter contre la pauvreté en milieu rural, notamment pour tout ce qui est dicté au niveau du pilier 2 des plans Maroc. Donc si on s'amuse
point de rencontre entre la stratégie des hauts commissariats aux eaux et forêts et la stratégie du ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime. Nous arrivons tout simplement à dire que la finalité des choses est la même, que ce soit au niveau des hauts commissariats, que ce soit au niveau du plan marin. Donc les objectifs recherchés sont pratiquement les mêmes à long terme. Donc la conservation des ressources naturelles, la réduction de la pauvreté et le développement socio-économique des populations rurales en particulier. Voilà donc à travers cette convergence entre les deux stratégies, nous pouvons dire que les trois piliers du développement durable, à savoir donc les piliers économiques, social et environnemental, sont bien représentés au niveau des deux stratégies. Donc il y a une certaine complémentarité, mais il va falloir la saisir sur le terrain. Donc via des projets concertés et viables à moyen et à long terme, dont l'homme, bien sûr, constitue le facteur clé du programme de développement au niveau des deux stratégies. L'analyse également des concepts et des approches de mise en œuvre qui ont été prévues au niveau des deux stratégies, elle intériorise tout simplement les mêmes démarches à travers une approche participative partenariale, avec une logique d'une gestion beaucoup plus axée sur le résultat que d'une gestion axée sur la logique des moyens. Donc lorsqu'on dit la logique du résultat, bien évidemment, il y a des ingrédients. Tous les ingrédients nécessaires sont réunis au niveau de ces concepts, à savoir donc une responsabilisation accrue des gestionnaires, une sorte de contractualisation donc, entre les différents partenaires, et bien sûr la reddition des comptes. C'est donc la culture d'évaluation et la culture de rendre compte pour un peu pousser les gestionnaires à réaliser les choses dans les règles de l'art. Quant au pilier 2, donc, qui nous intéresse le plus, de voir un peu quel est son apport à notre secteur forestier. Le pilier 2 il constitue donc un pilier assez important dans la mesure où il prévoit donc l'amélioration des conditions de vie de 600 à 800 000 exploitations agricoles. Et plus particulièrement au niveau des zones délabrées, des zones marginalisées, des zones de montagne, des zones de oasis. Et c'est là où on a vraiment les problèmes. C'est là où il y a la pression humaine, donc elle est vraiment assez importante. Donc le pilier 2, c'est une opportunité, donc carrément on va le dire, donc c'est une opportunité pour le secteur forestier. Il faut la saisir. Donc pour accompagner ce développement périforestier et alléger la pression sur les ressources forestières. Donc l'accompagnement, il s'agit d'un accompagnement solidaire de la petite exploitation via les projets de reconversion vers des filières les plus adaptées et les plus attractives. Et vraiment ce mot-là, plus attractif, m'a vraiment attiré l'attention parce que vraiment c'est le bon mot qu'il fallait mettre. Donc pour le secteur forestier, nous avons beaucoup d'opportunités à saisir, beaucoup de produits attractifs qui peuvent faire l'objet de projets vraiment intéressants pour les populations locales, les riverains, qui peuvent donc améliorer leurs revenus et donc alléger la pression. Et donc également il y a des projets d'agrégation sociale vers les acteurs les plus défavorisés, dans la mesure où donc, ce plan marin il propose une sorte d'ingénierie territoriale, donc il y a une sorte de regroupement. C'est le cas de nos coopératives forestières par exemple. On peut passer ils doivent donc être transformés en véritables petites et moyennes entreprises qui peuvent être regroupées, comme c'est le cas dans certaines régions, en groupement d'intérêt économique et JE, le groupement d'intérêt économique, qui constituent de véritables entreprises grandioses, entre guillemets, qui peuvent être donc des porteurs de projets intéressants et donc pousser un peu, améliorer l'économie locale. Donc, sur de SPL, de système de production localisé, on va gagner beaucoup plus en termes de rendement d'échelle, etc.
C'est vraiment important. Donc ce pilier 2, il constitue une opportunité, une aubaine pour le secteur forestier, notamment pour la mise à niveau des secteurs fragiles dans les zones périforestières et la lutte contre la pauvreté. Donc cette pauvreté, malheureusement, à travers les études socio-économiques qui ont été réalisées à travers plusieurs projets, cette pauvreté dans ces milieux délabrés constitue vraiment un problème central. C'est vraiment la problématique. C'est vrai, il y a d'autres problèmes techniques, mais le problème majeur, c'est cette pauvreté. Et constitue un problème central. Il y a beaucoup de causes, donc on peut le débattre par la suite. Beaucoup de causes, et vraiment les conséquences sont néfastes aussi bien sur les ressources naturelles, aussi bien sur les autres aspects. Et malheureusement, donc cette pauvreté aggrave la situation et engendre une certaine de vulnérabilité des exploitations agricoles. Et il y a une sorte, même, on peut aller loin, parmi ces conséquences, il y a une sorte d'exode rural, ce qui perturbe même le marché du travail urbain. Parce qu'il y a une fuite des populations du milieu rural vers le milieu urbain. Vraiment, ça perturbe, ça déséquilibre même le marché urbain. Et bien sûr, il y a d'autres effets négatifs. Et là, donc, à travers cette diapo, on peut déjà penser à un champ important d'appui qui peut apporter dans ce pilier 2, qui peut porter plusieurs projets, appuyer le secteur forestier à travers, par exemple, la valorisation des produits forestiers. Par exemple, l'organisation des filières, les PAM, les Arganiens, nous avons beaucoup de filières. Le partenariat, donc ça va nous aider plus à contracter des conventions de partenariat avec les différentes parties prenantes. L'association et l'organisation des populations, je pense que j'ai sur une slide, je ne sais pas si c'est là. Il y a une slide pour concrétiser les choses. Je donne l'exemple des aménagements des forêts. Nous avons passé d'une approche monolithique de production, donc vers les années 1914, etc., à une nouvelle approche d'aménagement actuelle, donc qui est beaucoup plus holistique, dont l'approche participative ou partenariat constitue l'ossature de la démarche. Et j'allais dire également un deuxième exemple, c'est en termes d'organisation des populations, tout ce qui est association et cette organisation des populations, à travers les compensations des mises en défense pour accompagner un peu la reconstitution de nos écosystèmes. Et l'aspect également coopératif, nous avons enregistré également des résultats quand même assez intéressants qui peuvent être appuyés par le plan moral. Là, donc, je reviens donc, le champ d'appui, il est important. Donc, j'avais dit tout à l'heure, la valorisation des produits forestiers, très intéressant. Le partenariat, l'association et l'organisation des populations usagères, ça a été bien poussé au niveau des piliers Maroc de vert. Donc, c'est une opportunité importante pour nous. Et bien évidemment, les projets socio-économiques collectifs à travers cette promotion d'HGR, etc., etc. Donc, il y aura, à travers ce pilier 2, émergence de plusieurs projets. Et pour nous, donc, ils vont concilier entre les impératifs de conservation de nos ressources et bien évidemment le développement local, l'amélioration des conditions de vie des populations locales. Donc les impacts attendus sont multiples, aussi bien sur le plan social, économique, au niveau des filières, développement des filières et au niveau environnemental. Je ne vais pas me tarder là, mais les conclusions en termes de cette présentation, on peut dire déjà que la finalité de l'appui du plan Maroc vert est vraiment multidimensionnelle. Et elle sera donc de créer un environnement favorable à un développement socio-économique et environnemental, préserver les ressources forestières et atténuer la pression, la diversification et le développement des activités génératrices de revenus autour des produits de terroir, des filières forestières, et va obtenir également des résultats conséquents dans la lutte contre la désertification et la pauvreté. Et bien évidemment, le problème va nous aider également à favoriser une certaine sécurité alimentaire. Donc pour finir ma présentation, je peux dire
deux choses importantes, que l'appui du plan Maroc vert au secteur forestier, elle est vraiment elle est claire, mais il va falloir quand même travailler à la base pour une meilleure synergie, une meilleure coordination entre les différentes parties prenantes, donc entre le Haut Commissariat, le ministère de l'Agriculture, les collectivités locales, les autorités locales et bien évidemment les ONG, etc., etc. Et les programmes d'action également de ce pilier 2 sont à concevoir également en harmonie avec les atouts et non pas avec les contraintes des espaces forestiers dans une logique bien évidemment de développement durable. Ainsi prend fin mon exposé. Merci de votre attention. Merci, Monsieur Laribia, représentant du Haut Commissariat aux eaux et forêts et la lutte contre la désertification. Le deuxième pilier du plan Maroc vert concerne l'accompagnement solidaire de la petite agriculture. Pour bien comprendre la part du plan Maroc vert dans le développement de l'agriculture solidaire et surtout la part des produits de terroir dans la réalisation des objectifs de cette stratégie, nous demandons à M. Tber, directeur du développement des produits de terroir au sein de l'Agence pour le développement agricole de Rabat. Merci. À vous la parole. Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous remercier de m'avoir invité à participer avec vous à ce forum, deuxième forum de l'INFI 2012. Je suis Ahmed Khnoufi, chef de division de l'agrégation et du partenariat dans la direction du développement des produits de terroir. Je remplace Tber qui est parti en mission en urgence. Je voudrais, avant de vous faire la présentation sur la stratégie de développement du produit du terroir, déjà aller dans l'opérationnel et confirmer ce qui a été dit par M. le directeur de l'INFI, comme quoi il faudrait qu'on développe de la collaboration et l'ADA et l'Agence de développement agricole chargée de la mise en œuvre du plan Maroc vert et donc disposée à collaborer avec l'INFI et à développer des axes de développement qui pourraient être concrétisés par des projets de développement réels sur le terrain. Et donc cette collaboration pourrait faire l'objet d'une convention qui pourrait être signée donc, avec l'INFI et bien sûr avec notre direction de l'enseignement, de la formation et de la recherche. Ceci dit, ma présentation portera donc sur la stratégie de développement du produit du terroir. Et comme vous le savez, les produits du terroir, c'est des produits qui se situent généralement dans les zones difficiles et marginales. C'est des zones où donc, il y a beaucoup de difficultés. Mais le concept produit de terroir a permis de rendre ces zones difficiles, c'est-à-dire de rendre la difficulté une force. Et donc c'est un concept très important qui permet donc d'intégrer les petits agriculteurs situés dans les zones difficiles et marginales dans le marché et d'avoir des revenus. Ma présentation, donc, après une mise en contexte de la stratégie, je présenterai les forces et les faiblesses des produits de terroir au Maroc et les principaux leviers d'intervention de l'État et la mise en œuvre du programme de promotion et de communication. Alors, le plan Maroc vert, comme il a été présenté tout à l'heure, est axé sur deux piliers. Le pilier 1, qui cherche à développer l'agriculture à haute valeur ajoutée et adaptée aux règles de marché, et le pilier 2 qui est consacré au développement d'une agriculture solidaire dominant principalement les zones montagne, les zones oisiennes, et les zones semi-arides et bien sûr les zones périphériques. Et dont l'objectif majeur de ce pilier 2, c'est la lutte contre la pauvreté à travers l'augmentation significative des revenus des agriculteurs. L'objectif final recherché par le plan Maroc vert, c'est de développer une agriculture plurielle ouverte sur les marchés extérieurs, c'est-à-dire une valorisation plus haute de la production, territorialisation diversifiée, c'est-à-dire que le plan Maroc vert touche toutes les filières et toutes les zones du Maroc, durable, la préservation de ressources est très importante, et donc de rompre ainsi avec l'image simplifiée d'une agriculture viable opposant un secteur performant à un secteur traditionnel marginalisé.
Ce n'est plus le cas. Le plan Maroc vert, c'est d'amener tous les types d'agriculture, toutes les catégories d'agriculteurs à améliorer leurs revenus. Pourquoi le plan Maroc vert a donné de l'importance aux produits de terroir? Eh bien parce que c'est un secteur qui constitue une alternative très prometteuse pour le développement local viable et durable. C'est un secteur qui permettra, comme je l'ai dit tout à l'heure, la création de la valeur et de la richesse, et donc permettra par conséquent contribuer à la lutte contre la pauvreté, principalement dans les zones difficiles, dans les zones de montagne, dans les zones moyennes et les zones marginales. L'intérêt est porté sur les produits de terroir aussi parce qu'il y a un grand potentiel, compte tenu donc des écosystèmes propices, variés au niveau du Maroc, de la biodiversité diversifiée du Maroc et bien sûr du savoir-faire très ancestral des populations locales du Maroc. Aussi parce qu'il y a une forte demande croissante sur ces produits, aussi bien sur le marché national que sur le marché international. Donc cette diversité biologique et géographique du Maroc, nous avons des oasis, des montagnes, des plaines, permet donc au Maroc de produire une gamme variée de produits de terroir. Et nous avons mené une étude déjà sur, je dirais, 26 produits, et les estimations nous ont donné que déjà le potentiel est estimé à 4,2 milliards qu'il faudrait valoriser, qu'il faudrait sortir et intégrer au marché. Bien sûr, les produits sont diversifiés. Il y a la clémentine de Bergame, le safran, le caroulier, les truffes pilusaires, l'huile d'argan, les miels, les différents types, les amandes, les viandes cameline, les viandes de nigil, le henné tata. En fait, il y a une gamme très très variée qu'il faudrait valoriser. Aussi, il y a un potentiel à l'export. Les études que nous avons menées ont montré effectivement qu'il y a un potentiel pour ces produits à l'export très important. Nous avons travaillé sur 3 pays, l'Allemagne, la France et les États-Unis, et le potentiel est estimé à 10 milliards de dirhams. Bien sûr, la demande au niveau de ces pays est variée en fonction, donc, bien sûr, des habitudes alimentaires et autres cibles. Aussi, l'étude a montré qu'il y a un potentiel important sur le marché national. Beaucoup de consommateurs marocains qui s'intéressent de plus en plus aux produits de terroir, et nous tous, lorsque nous allons au marché, produits locaux, l'aide il est une priorité, la même on paye peut-être parfois plus de prix pour ce produit-là, mais généralement c'est plus informel. Alors le potentiel est de 80 millions de dirhams. Au niveau, nous avons fait cette estimation au niveau de deux marchés, de deux GMS, la Cima-Marjan et la WIF. Mais ce potentiel important du marché tarde à se réaliser parce qu'il y a un problème au niveau de l'intégration du marché. Seuls 5% de la production bénéficie des débouchés structurés au Maroc, un faible taux d'export. Et bien parce que les produits sont mal valorisés, un marketing inadapté, les produits, les packaging, les prix, tout au niveau de la valorisation reste à faire. Et bien sûr, les filières sont peu structurées. Et donc, le secteur des produits de terroir, il est dans une spirale de laquelle il faut absolument sortir. Cette spirale, les producteurs ils sont généralement peu intéressés par l'adhésion des coopératives. Donc, ce qui fait que ces coopératives sont atomisées avec des volumes trop faibles et des produits peu adaptés, ce qui fait que les distributeurs qui ont des marchés ne s'intéressent pas à ces produits, et donc les ventes restent. Et donc, si on reste dans cette spirale, le niveau de commercialisation va demeurer faible. D'ailleurs, les résultats ils sont là. À part le safran qui est exporté à 77%, le reste des produits, malgré tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, ne dépasse pas 10%. Aussi, généralement,
également les ventes. Les ventes, elles sont effectuées par les producteurs individuels et 75% donc, de la production ils sont commercialisés en vrac et au niveau local, des sous et donc avec les préfets. Même au niveau des coopératives, 22% il est généralement vendu. La solution donc c'est de tirer cette filière, ce secteur, parce qu'il y a beaucoup de filières, par la balle. Et nous visons deux objectifs à atteindre, c'est de créer des partenariats pour offrir des débouchés et améliorer les produits pour augmenter les ventes et soutenir l'amont pour consolider les volumes, favorisant ainsi l'attraction des distributeurs. Alors pour arriver à ces objectifs, nous avons donc adopté une stratégie et des leviers d'intervention au niveau le long de la chaîne de valeur. Donc depuis la production, la logistique, la transformation, la distribution et au niveau de la commercialisation, à travers 5 leviers qui sont l'agrégation des producteurs et la labellisation, la mise en place d'une plateforme logistique, enfin 2 plateformes logistiques, plusieurs plateformes logistiques et commerciales, la définition d'accords avec les GMS, la mise en place de partenariats équitables à l'export et la réalisation de campagnes de promotion. Alors le premier levier, qui est l'agrégation solidaire, consiste donc à mettre en place des partenariats d'agrégation équitable pour faciliter l'accès au marché des produits de terroir. C'est-à-dire qu'on va chercher à monter des projets d'agrégation avec des investisseurs potentiels qui ont l'accès au marché, qui ont le savoir du marché, et on va monter avec eux des partenariats pour prendre, enfin, ces partenariats vont prendre différentes formes, et sur la transformation adéquate des produits, l'accès aux réseaux de distribution, et de tels montages permettront d'une part de capitaliser sur les forces des acteurs existants et d'autre part d'assurer un transfert de compétences aux coopératives. C'est-à-dire que les investisseurs potentiels, on va les attirer, ils ont un savoir-faire, c'est-à-dire on va essayer à travers ces partenariats qu'ils transmettent ce savoir-faire et bien sûr en gagnant. En gagnant, c'est en faisant, au lieu qu'ils aillent chercher des produits dans toutes les zones, on va essayer de massifier les flux pour eux et donc faciliter leur tâche. Et bien sûr, ces partenariats seront soumis à des normes sociales et de qualité matérialisées par un label solidaire du Maroc. Le deuxième levier, c'est la poursuite des efforts de labellisation, tout en assurant de la bonne lisibilité des labels. On va généraliser les signes distinctifs d'origine et de qualité pour protéger les produits, et en cherchant à faire converger sur un seul visuel unique. Les études nous ont montré qu'il faudrait pour le Maroc, pour faire de la promotion de l'image du Maroc, d'avoir un seul visuel. Et donc on va chercher ce visuel unique, bien sûr, à travers des études. Bien sûr, on va aussi promouvoir la certification bio en montrant des partenariats avec des labels leaders étrangers et en déployant un dispositif de formation adapté. Le troisième levier, c'est les plateformes logistiques et commerciales. C'est un levier très important qui consiste donc à mettre en place des plateformes à proximité des producteurs pour soutenir leur initiative et les rendre attractives vis-à-vis donc des agrégateurs et des distributeurs. C'est quoi ces plateformes? C'est la combinaison d'un seul espace géographique, entrepôt de stockage en sec et de conditionnement en froid, unité de valorisation des produits du terroir et une zone multi-services, donc administrative, de services de qualité et commercial. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre à la disposition du producteur des infrastructures et des services de proximité pour qu'ils puissent bénéficier de l'enjeu, parce qu'à eux seuls, ils ne peuvent pas bénéficier de ça, et l'État interviendra par un levier aussi important que celui-là pour approcher ces services très importants de valorisation du produit et surtout de préservation de la qualité des produits dans les zones marginales. Et cette plateforme, c'est un modèle d'organisation spatiale visant l'intégration entre la production, l'agro-industrie et l'amélioration de l'action marché. Ces plateformes permettront donc de profiter aux régions, de profiter donc d'une
une grande part de la valeur ajoutée dégagée du secteur des produits du terroir, d'optimiser la valorisation des produits du terroir de la région, de mutualiser les efforts entre les acteurs de la chaîne de valeur des produits du terroir. Chaque acteur a son expérience, son expertise qu'il faudrait qu'ils mettent ensemble pour profiter plus et créer des liens directs donc, entre producteurs et consommateurs, ceci afin de limiter un peu les intermédiaires. Concrètement, les plateformes, c'est 3 ans. Une zone logistique, et donc, ce que l'État va installer donc, des entrepôts de stockage de sec et des entrepôts de froid. Une zone d'unité de valorisation, et ça c'est à travers des projets d'agrégation, soit avec les investisseurs privés ou donc des projets d'agrégation sociale à travers les prix du et une zone commerciale de distribution. Donc on va mettre en place des showrooms d'exposition et des ventes directes du produit. L'autre levier important de la stratégie, c'est la mise en place des accords que nous avons signés avec les grands des moyens de distribution. Et c'est des accords qui prévoient des engagements de référencement et de promotion active des produits à plusieurs enseignes de la GMS. Nous avons signé des contrats et on va introduire les produits du terroir dans des rayons spécifiques dédiés aux produits du terroir au sein de ces grands surfaces. Donc Lisa, en bas de jardin, vous allez peut-être voir les produits dans des rayons spéciaux au niveau des grands surfaces. Le dernier levier, c'est la communication et on va réaliser donc, une campagne institutionnelle multicanale pour asseoir la notoriété des produits auprès du grand public et sur les marchés étrangers cibles. Voilà en gros les 5 leviers. Le programme que nous sommes en train de mener jusqu'à maintenant consiste. Nous allons lancer une campagne de communication rapidement, déjà en mois de Chérène, on va lancer ça. Nous sommes en train de monter des partenariats équitables à l'export. Aussi donc, la concrétisation de l'introduction des produits de terroir dans les grandes surfaces. Et nous sommes en train de dimensionner et de mettre en place 3 plateformes logistiques, une à Metz, la deuxième à Agadir, et maintenant on est en train de travailler sur le PCI aussi. Et on est sur le point de lancer un programme de mise à niveau des coopératives à travers un diagnostic participatif de ces coopératives pour élaborer des plans d'affaires et par la suite apporter l'accompagnement concret. Voilà en gros ce que j'ai à vous dire et je crois que dans les débats on peut discuter de tout ce sujet. Merci à vous. Merci, M. Renoufi Ahmed, représentant de l'association, représentant de l'ADA. Maintenant, on passe directement à M. Sabir, professeur à l'École nationale forestière d'ingénieurs, pour la 3e présentation qui s'articule autour de l'apport de l'École nationale forestière d'ingénieurs dans la conservation et le développement des ressources naturelles. À vous la parole, M. Sabir. D'abord pour les officiels, donc on les remercie de faire encore une joie, monsieur les directeurs, monsieur les enseignants-chercheurs, mes collègues, monsieur les officiers, les sous-officiers, chefs de formation, militaire et nos invités, et les étudiantes et les étudiants. Alors, donc, à propos de directeur, je voudrais vous rappeler qu'il y en a 4 dans la salle. Donc, on a une flambée de directeurs. Donc, il y a le directeur de l'enseignement agricole, c'est Bargé. Il y a l'autre, bien sûr, le docteur Sasco, puis il y a le directeur de la maîtresse. Il y a aussi le directeur de ITREF avec son staff, c'est Chelsea. Voilà, donc une présentation qui vient à la suite de ce que vous avez entendu de la part de Céla Lévia et Serge Nofi, 2 excellentes présentations, très exhaustives,
et qui vont me faciliter la tâche, puisqu'on a essayé, moi et mes collègues qui m'ont aidé à préparer cette présentation, dont l'intitulé mais aussi dans le contenu. Et donc là, je fais allusion à ici, ça se voit le directeur, et aussi ces ilarités à venir. Nous faciliter la tâche, sur le conseil, vous présenter d'abord le plan vert, le pilier bleu, le sous-basement, sa stratégie récente, de modifier le paysage agricole du royaume, et par la suite, les défis, qu'est-ce que nous faisons en termes de formation, de recherche, mais aussi de conseil. Nous allons faire plaisir à Sébastien. Nous faisons aussi du conseil et ça vous intéresse. Et après, des recommandations. Alors j'ai mis un mess, je pense que j'ai oublié d'enlever. J'en avais fait deux, moi c'était la rigueur. J'en ai une, parce que ça ne me concerne pas. Et j'ai laissé une seule recommandation. On va la voir tout à l'heure. Donc je vais vous épargner ça. J'essaie d'être un peu plus rapide. Alors, le plan Maroc vert, je pense que la présentation de Sirnofi, vous avez un peu les grands traits, au moins sur un aspect. Le plan Maroc vert, il y a deux composantes, comme tout le monde le sait. Il y a la composante, le pilier, disons, d'Anne, donc le pilier 1 et le pilier 2. Le pilier 1 qui est vraiment, j'ai utilisé un peu les termes que vous pouvez aussi trouver dans les documents du plan Maroc vert, donc un développement agressif d'une agriculture à haute valeur ajoutée productive, et donc c'est des investissements autour de l'agro-industrie. Donc c'est une thématique qu'on ne va pas partager aujourd'hui, et je pense qu'il est intéressant de lire les documents du ministère de l'Agriculture, d'ailleurs disponibles dans le site web. Puis le pilier 2. Le pilier 2, c'est plutôt une mise à niveau solidaire. Alors on parle de solidarité sur des espaces autour de populations qui sont en difficulté. Des espaces difficiles, des espaces contraignants du point de vue milieu naturel, mais aussi contraignants du point de vue milieu humain. Je pense que c'est la rivière, on fait l'accent tout à l'heure, toujours l'accent bien sûr, souligner ça, la pauvreté, qui est donc un milieu caractérisé par une pauvreté accrue. Et donc le pilier 2 va dans ce sens, lutter contre la pauvreté, mais aussi à la base de solidarité, et solidarité dans la création de revenus, mais aussi dans la conservation des ressources naturelles fragiles de ces milieux. Et donc c'est là où l'ENFI, disons, a une amélioration, une action optimale assez importante. Alors le pilier 2, donc le pilier 1 plutôt rapidement, c'est le développement de l'agriculture à haute valeur ajoutée, donc productivité. Vous comprenez bien que ce sont certaines zones particulières du pays qui ont été, j'allais dire, pas avantagées, mais disons que les investissements ont été beaucoup plus drainés vers ces zones, des zones irriguées notamment, donc du nord, est, Berkane, et dans le Mekos, Tadla, Hos, Pissous et Doukala, en quelque sorte. Et donc c'est le développement de ces filières avec des investissements industriels en valeur ajoutée. Donc ça va dans les 1000 projets, en quelque sorte, d'agrégation. C'est l'action principale qui a été soulignée tout à l'heure par Sylvie. Et donc de nombreux investisseurs nationaux et internationaux, forte capacité managériale, et beaucoup plus l'aspect gestion, l'aspect managérial, et donc un total sur 10 ans, il frôle les 150 milliards de dirhams. Et donc c'est assez commode en termes de stratégie qui va restructurer, qui est en train de restructurer, il y a quelques temps, qui est en train de restructurer le paysage agricole du royaume du Maroc. Alors le pilier, solidarité dans des milieux fragiles, difficiles, relations pauvres, un investissement consistant, qui fera aussi les 20 milliards de dirhams sur 10 ans, avec des projets qui peuvent aller jusqu'à 400 projets autour des 16 plans de développement agricole régionaux dans les terrains. Alors,
l'objectif, un des objectifs majeurs de ce pilier 2, c'est que les revenus au niveau des exploitations, les pronostics, parlent d'une multiplication par 2 à 10 fois de revenus des exploitations ciblées, qui vont être concernées par ces projets de pilier 2. Alors, les zones de pilier 2, c'est des zones, comme ça a été dit, marginales, c'est trop dire marginales, mais quand même, il y a des variantes. Pauvreté accrue, on en a parlé. Essentiellement les montagnes, le Rif, les Atlas, l'anti-Atlas, sont caractérisés par des milieux naturels contraignants, comme j'ai dit, et essentiellement 2 facteurs de production. L'eau est un facteur limitant, c'est des zones arides et semi-arides, donc il y a un problème de gestion d'eau, de mobilisation de gestion d'eau, et des sols ou des terres qui sont fertiles, on dit peu. Et là où le système d'exploitation n'a pas suffisamment d'habilité pour que les choses changent en termes de conservation, mais aussi en termes de production, en termes de revenus économiquement et socialement acceptables au niveau de ces zones. Donc les systèmes d'exploitation traditionnels, j'ai hésité de mettre le traditionnel ou de l'enlever, donc ils sont caractérisés par des morcellement des parcelles, des exploitations, des moyens de production qui sont très limités, notamment les investissements au niveau de ces exploitations, des habilités des paysans qui sont très limitées, des capacités d'innovation et de changement de l'exploitation. C'est là où la stratégie du Conseil développée par le ministère de l'Agriculture a une mission, j'allais dire, cruciale pour le gouvernement faire, et un constat, qu'on le veuille ou pas, nos ressources naturelles sont en voie de dégradation dans ces systèmes d'exploitation traditionnels qui n'arrivent pas. Donc, là où la société est en crise par rapport à son environnement. Alors, je vous ai mis une carte que j'ai tirée d'un document du ministère de l'Agriculture qui a été développé par le CNDGA tout récemment sur les agro-écosystèmes du royaume. Et malheureusement, je ne peux pas vous le montrer avec une flèche. Vous comprenez donc les montagnes, les agro-écosystèmes montagnards, le 1, donc le Rif, le 2, les Atlas, donc l'Atlas, puis le 3, l'anti-Atlas, et le 7, le 9, le 8, et un tout petit peu le 6. Et donc, de point de vue étendu, la surface concernée par le pilier 2 est très importante, contrairement au pilier. Et donc, une population, notamment rurale, assez importante. Alors, le pilier 2 a, j'allais dire, 3 axes ou 3 grands types de projets dans lesquels il intervient. Le premier projet, c'est des projets de conversion. C'est un effort considérable dans le ministère de l'Agriculture, mais aussi du département de mon commissariat et tous les départements concernés, de conservation. Notamment, le ministère de l'Agriculture, pour être relativement très simple, c'est les terres qui sont utilisées par les agriculteurs dont le revenu, dont la productivité est relativement insuffisante vis-à-vis des investissements, mais aussi vis-à-vis de la dégradation causée par ces utilisations. Et donc convertir en arboriculture, notamment l'olivier, donc la stratégie olivier disponible, donc on peut la dire, et en tirer toutes les conclusions. Puis des projets d'intensification. Là où c'est possible, sur des niches, dans le Moyen-Atlas, dans ces zones marginales, où on est capable, par des capacités écologiques, de milieu naturel, mais aussi humaines, d'intensifier, donc c'est localisé, notamment, là je vous fais une photo d'un paysage dans le Régaya, dans le Haut-Atlas, où sur des localités on peut créer des sols et intensifier donc la production et changer plutôt donc, le paysage agricole. Puis des projets de diversification, donc ça se fait par nos paysans pour, j'allais dire, gérer un peu le risque, notamment le risque de sécheresse et de maladie, et donc des projets de diversification, notamment ce qui nous concerne donc le non-concerne, puisque ces 2 départements jouent notre rôle. L'huile d'argan, quand je dis l'huile d'argan, c'est toute la filière amont-aval, sur laquelle nous avons fait un très bon travail l'année dernière avec nos étudiants et nos enseignants ici présents à la salle de l'enseignement. Alors, l'ENFI. Nous avons réfléchi
Quoi vont-ils sur l'ENFI par rapport à ces deux départements, le ministère de l'Agriculture pays 2 et le département au commissariat? Nous sommes... c'est une position qui nous met à l'aise en quelque sorte. Nous avons un pied quelque part et un pied quelque part, donc nous sommes, j'allais dire, administrativement nous sommes dans le ministère de l'Agriculture, ça me fait plaisir d'avoir cette position, et nous sommes aussi partie prenante essentielle au niveau de fonctionnalité avec le département des forêts, le commissariat des forêts et à la lutte contre la désertification. Et là, je voudrais vous entretenir sur une notion qui est mise en place à l'ENFI comparativement à d'autres paysages d'enseignement et de recherche. Je fais allusion à ce qui se fait en Europe, par exemple, ou en Amérique du Nord. Nous avons une foresterie tout à fait particulière, la foresterie méditerranéenne. Donc nous sommes, j'allais dire, le pilier essentiel en termes de formation. Le chef s'est partagé avec le conseil, mais en termes de formation, nous sommes, j'allais dire, l'acteur principal formant pour le pays méditerranéen, nos amis tunisiens, mauritaniens, algériens, il fut à l'époque où les choses marchaient bien, mais aussi pour d'autres pays francophones africains. Et donc cette foresterie concerne donc un milieu beaucoup plus montagnard. Il y a des forêts de plaine, mais beaucoup plus. Voilà ce que nous avons jugé, partagé avec vous ce matin, c'est l'empiètement, excusez-moi, ce n'est pas les sabots, mais c'est la chaleur, la roue, l'agriculture et le surpâturage. Et qui doit assurer donc j'allais dire, une préservation de l'âge. Et nous constatons, lorsque nous enseignons au niveau de l'institution, mais aussi dans les outils de gestion du département, c'est que la dimension sociale est incorporée dans la gestion forestière. Le droit, le code forestier, la réglementation forestière, le droit d'usage est une composante fondamentale de gestion de la forêt. Donc nous devons aller dans une gestion conservatoire des ressources, et donc je viens d'en parler, donc la réglementation spéciale par exemple de l'organerie et d'autres espaces forestiers ou paraforestiers. Et nous sommes confrontés de travailler sur les aspects de conservation et de production. C'est des choses qui parfois sont souvent conflictuelles. Il y a des conflits entre les différents acteurs qu'il faut gérer, qu'il faut trouver des solutions. Et là, je suis très content de constater que dans notre institution, nous avons introduit, qu'on le veuille, de manière ou pas de manière claire ou pas, une sylviculture sociale à but de gérer ce patrimoine que produit du bois de feu, du forage, des plantes aromatiques, des produits du terroir, des travaux, et ainsi de suite. Et le département chargé de la gestion de ces espaces, jusqu'à présent, a travaillé dans le cadre du pilier 2. Sans l'intitulé au pilier 2, notamment tous les contrats de DRS des années 50 et des années 60, c'était des actions type pilier 2, dans l'Olivier, dans le Périph, ou dans le Haut Atlas, c'est du pilier 2. Alors le Déron aussi, Théolate a totalement changé en plantant l'olivier, et le figuier aussi. Le locos, Wadsrow est une très bonne expérience pour les gens qui ne le connaissent pas. Wadsrow est une très bonne expérience en termes d'action pilier 2, qui a été gérée en partenariat, bien sûr, et là, je vais en parler. Nous avons demandé en termes de coordination locale, Wadsrow, on a constitué une expérience formidable en termes de coordination, d'action publique. Les zones loisiennes, il ne faut pas les oublier, nous sommes concernés par ces zones loisiennes. Donc j'ai essayé, j'allais dire un peu, d'une manière individuelle, de vous parler non simplement parce que ça me concerne, mais nous travaillons aussi sur des aspects dans les zones loisiennes qui sont très importants. Donc la foresterie adaptée à l'ENFI, elle est taxée sur le social, la conservation des ressources et bien sûr donc, ça coïncide avec les objectifs du PIB. Alors, formation. Alors, dans
Donc je dois m'en excuser, nous nous en excusons vis-à-vis de mes collègues de l'établissement. Nous avons énuméré rapidement un peu les axes qui concernent un peu le pilier 2. Nous avons omis certains axes, mais vous avez les postings de département qui sont dans le stand pour les gens qui veulent aller plus loin connaître un peu ce que nous faisons. Et donc la formation au niveau de l'ENFI touche à des aspects qui émergent directement de l'opinion. Alors, étude de fonctionnement des écosystèmes naturels et anthropisés, toute l'action humaine dans ces écosystèmes humains, leur modification étudiée au niveau de l'ENFI, tout ce qui est aménagement concerté ou gestion concertée des ressources, les aménagements forestiers, les aménagements sylvo-pastoraux, les aménagements de bassins versants ou intégrés de bassins versants, développement rural, agroforesterie, lutte contre l'érosion, gestion des aires protégées. Nous sommes peut-être l'unique institution qui forme des lauréats en gestion des aires protégées. Nous faisons du conseil relatif aux sciences naturelles, je vous montrerai tout à l'heure des photos, puis la direction de cultivation des sciences naturelles, et le travail aussi sur les aspects fondamentaux en termes de revenus et en termes d'impact économique. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de la chaîne, enfin de la filière huile-argon, mais il y a aussi d'autres filières sur lesquelles travaille nos collègues du département d'économie, notamment sur les chaînes de valeur des filières, plantes aromatiques, huile-argon, bois de feu, etc. Alors, l'aspect recherche. L'aspect recherche, on a deux grands aspects. Il y a l'aspect ce que nous faisons avec les étudiants, les malheureux étudiants, qui sont maintenant en phase très difficile. Les étudiants en 6e année préparent leur présentation. Ils sont là. Ils vont juger ma présentation, parce que j'espère qu'ils ne tombent pas. Parce qu'on va les juger là aussi. Et aussi sur la qualité de la présentation. Est-ce qu'elle est chargée ou pas? Alors, les mémoires, nous touchons à tous les aspects que je viens de parler. Donc, les plantes aromatiques, l'aménagement sylvo-pastoral, aspect environnemental, changement climatique, biodiversité, agroforesterie, lutte contre la gratification, puis évaluation économique des ressources, et notamment des aménagements. Je pense qu'il y a des étudiants qui vont faire des présentations la semaine prochaine. Alors, sans le cacher, je profite que c'est Naji est là, notre tuteur est là, ça va faire plaisir à monsieur le directeur. Donc, l'essentiel de notre recherche, nous la faisons dans le cadre de la coopération. Ça me fait plaisir de faire appel à la coopération, et donc c'est pris en considération. Et donc, depuis 2005, on n'a pas voulu aller en arrière, parce qu'on va vous associer avec une liste de projets, et là, nous avons mis quelques projets qui touchent à des thématiques très particulières, tout ce qui est adaptation au changement climatique, de l'agriculture paysanne dans le Rif. Vous allez vous poser la question dans une école forestière, on travaille sur le changement climatique et l'adaptation de l'agriculture de montagne, le projet ACMA, qui a été financé par le CRDI. Nous avons travaillé sur les incendies de forêt, leur génération et leurs moyens de lutte. Donc, on écoutait tout à l'heure faire une excellente présentation. C'est un cadre du Haut Commissariat qui fait sa présentation ici. Alors, nous faisons aussi du conseil. Alors, du conseil, j'essaie de résumer globalement, donc, comme ça se fait dans du point de vue académique, tout ce qui est traduction scientifique, soit bouquin, soit papier. Et là, nous avons produit des bouquins directement utilisables au niveau de la gestion des parcours, le sylvo-pastoralisme, piloté par Sylvain Caro. Nous avons produit un bouquin tout récemment sorti sur l'organisme, le système organique, et un bouquin aussi sur la gestion conservatoire des eaux et du sol. Nous avons produit toute une panoplie de papiers scientifiques, différentes revues nationales et internationales. Puis nous avons fait du partenariat. Je l'ai mis dans cette case, j'ai hésité, je peux le mettre en bas, vous m'excusez, avec des communes rurales, notamment la commune Sarova, des coopératives de plantes aromatiques médicinales, puis autres. Puis nous avons aussi fait du travail associatif. La communauté scientifique, avec les étudiants, nous avons œuvré dans
modèle. Le président est un enseignant d'Elfi. Vous connaissez qui? Alors, la certification forestière, essentiellement les membres sont de l'ENFI. Si vous avez le mot sur la tête, donc c'est le mot très actif dans cette. Voilà, il y a un étudiant qui a travaillé sur ça, avec ses séminaires. Le travail au sein de la nous avons l'association Maroc Nature au sein de l'établissement, avec Mme Rahmoun. Nous avons eu à un certain moment le Fonds mondial de la protection de la nature, le VDF, etc. Donc la liste est assez longue. Et c'est pour vous dire que l'ENFI, nous n'avons pas chômé en termes de travail, donc de conseil, je ne sais pas, ressources naturelles, hein, je ne dis pas agricole ou forestier, mais conseil ressources naturelles. Et d'ailleurs, il y a un module conduit à l'ENFI sur ces aspects. Alors, recommandation, il y a toujours le S. Ça, c'est le travail tardif, l'enseignant paresseux, avec des minutes, on va essayer de présenter les choses. Au commissariat, relations fonctionnelles. Nous avons la tête dans le commissariat, formation, encadrement, stage, tournée, et participe dans cette mission de l'accompagnement des équipes, en termes des personnes de ressources de relations et des cours, des encadrements d'étudiants de troisième cycle, des stages, des tournées, la recherche de mémoire fin d'études, du projet, avec la recherche forestière jusqu'à présent, il y a une étroite relation, il y a des collègues qui sont présents ici, puis le recrutement des lauréats. C'est vraiment le fruit, cette figue fraîche, toute sucrée, qui descend de... Puis c'est de l'agriculture. C'est de l'agriculture, relation administrative, c'est une relation d'accompagnement sur le plan budget, sur le plan ressources humaines. Et là, nous serons contents que les postes budgétaires des enseignants arrivent le plus tôt possible. Donc, participent avec nous dans le cadre de la formation, et notamment sur le consortium. Il y avait l'ENFI, et nous sommes présents dans le consortium, bien sûr. Ces trois institutions, le grand frère, le grand frère et la sœur, nous sommes la petite sœur de la famille. Et nous sommes membres aussi du centre de ressources qui vive à Eiffel, bien sûr, qui est dans les locaux de l'ENFI, et aussi dans la recherche. Alors, l'ENFI, c'est ce que je recommande, c'est une réalité, mais comme vous voyez, ça se concrétise vraiment dans le chantier du département. C'est que nous sommes vraiment un exemple concret de coopération entre le ministère de l'Agriculture et le commissariat aux eaux et forêts dans le cadre du PIL 2. Puis nous souhaiterions qu'une convention, une forme de, j'allais dire, d'institutionnalisation de cette relation soit mise en place, pour concrétiser ces efforts et travailler ensemble dans ces aspects-là. Alors, nous avons toute une formation d'ingénieurs qui fait le balancement entre la salle et le terrain. Et là, je vous laisse sucrer. C'est une très belle photo récente de nos enseignants et nos étudiants en salle et sur le terrain. Ça touche à la high-tech. Je suis très content d'avoir des équipements. Ça touche au sylvopastoralisme. Ça touche à l'économie, à l'évaluation des ressources. Et ça touche à toute une filière, le tuya forestier, la souche, jusqu'à l'artisanat, jusqu'à l'écotourisme en quelque sorte. Et je m'arrête là, je vous avais promis d'être court. Voilà, je finis. Merci, M. Saber. Je tiens également à remercier l'ensemble des conférenciers des différents départements, à savoir le Haut Commissariat aux eaux et forêts et de la lutte contre la désertification au nom de M. El-Arabia, l'Agence de développement agricole au nom de M. Khenoufi, l'École nationale forestière d'ingénieurs au nom de M. Saber. Je pense que ces différentes interventions et ces différents exposés qui ont été maintenant faits, qui sont très riches, concis et précis et qui ont certainement suscité votre curiosité
pour plus de débats et de discussions. Pour ceci, j'ouvre la session des débats et discussions et je donne pour des numéros pour l'ensemble des interventions. Je commence par la première intervention. Qui veut prendre la parole? Merci. Moustapha Bakri, enseignant à l'ITREF et ancien élève de l'École nationale forestière d'ingénieurs